Nous sommes au War Master dans un format solo qui s'est déroulé en Belgique, avec plus de 600 joueurs. On commence avec une liste démons dans les détachements Légion de l'Excès et Warptide pour une disposition en reconnaissance arrivant à la 4e place. Dans les personnages, on commence avec un Countertab Epitome, qui sera accompagné d'une unité de 10 démonettes. On rajoute 2 gardiens des secrets, le masque de Slaanesh en tant que seigneur de guerre et un Tormentbringer avec l'optimisation False Majesty. Dans les unités de ligne, nous rajoutons 5 unités de 10 démonettes. Pour le reste, une bête de Nurgle, une unité de 6 Fiend, 2 unités de 3 Fiend, une unité de 5 Fleshhound et enfin une unité de 5 Seekers. Les 5 missions de la disposition reconnaissance payent toutes. Le contrôle d'objectifs hors de votre zone de déploiement. Votre règle d'armée, l'ombre du chaos, récompense cette occupation des objectifs puisque l'ombre sera projetée dans le No Man's Land dès que vous en contrôlez au moins la moitié. Vos unités de 10 démonettes en profitent les premières. Dans l'ombre, la règle démonique manifestation ajoute 1 à leur jet de Battle Shock, et chaque jet réussi ramène des 3 figurines détruites dans une unité Battle Line. Le stratagème démonique infestation soigne ensuite, pour un point de commandement à votre phase de commandement, une unité Battle Line de 3 points de vie, soit 3 figurines puisqu'une démonette n'en a qu'un. Une unité récupère ainsi jusqu'à 6 figurines par tour, de quoi rendre l'attrition adverse déficitaire. Cette régénération nourrit le moteur défensif, le stratagème Sieve of Pain. À n'importe quelle phase, quand une unité Slaanesh hors monstre et véhicule est ciblée ou subit des blessures mortelles, vous soignez une autre unité Slaanesh à 9 pouces et visible de la vôtre. Jusqu'à la fin de la phase, tant qu'une unité désignée reste sur la table, chaque point de vie que votre unité devrait perdre lui inflige à la place une blessure mortelle. Vous désignerez l'unité du Countertab Epitome. Sa capacité Swallow Energy donnant à ses démonettes une insensibilité à 4+, contre les blessures mortelles. Les dégâts destinés à vos Fiends finissent ainsi sur 18 points de vie, 10 démonettes plus l'Epitome, protégé à 4+, ce qui neutralise l'agression adverse. Encore faut-il arriver au contact, où les 2 détachements s'additionnent. La règle Shudder Blink de Warptide permet d'avancer et déclarer une charge le même tour, pendant que la règle Beguiling Aura de Légion de l'Excès autorise toute unité Slaanesh à charger le tour où elle a désengagé. Après une charge, la règle Séductive Gambit échange combat en premier contre la relance des touches et la relance des 1 pour blesser. Un troc rentable pendant votre tour puisque vous vous activez en premier. Le contact ouvre le second levier, le Battle Shock. Au début de la phase de combat, la capacité Horrifying Beauty des démonettes force chaque unité ennemie à portée d'engagement à faire un test. À votre phase de commandement, le stratagème Sensory Excruciation, lancé depuis un monstre Slaanesh, fait tester toutes les unités dans l'ombre du chaos, les vôtres comprises, ce qui régénère encore vos démonettes. Chaque test ennemi raté dans l'ombre coûte D3 blessures mortelles via la règle Demonic Terror. Vos 2 Keepers of Secret générant chacun cette ombre à 6 pouces autour d'eux, ce qui facilite l'utilisation de ce stratagème chez l'adversaire. Leur capacité Mesmerizing Form impose -1 pour être touché, cumulable au couvert en phase de tir, et leur aura Demon Lord of Slaanesh ajoute 1 en pénétration d'armure aux armes de mêlée des unités Slaanesh à 6 pouces, portant les griffes des démonettes à PA-2 ou celles des Fiend à PA-3. À ces auras s'ajoutent 2 personnages de soutien, le Tormentbringer qui joue sans unité attachée, diffuse touche soutenue 1 aux armes de mêlée des unités Slaanesh à 6 pouces et porte l'optimisation False Majesty, soit +1 pour blesser en mêlée, dans la même bulle, monstre exclu. Et le masque de Slaanesh cible au début de chaque phase de combat une unité ennemie à 6 pouces avec sa capacité The Eternal Dance, qui donne +1 pour blesser à vos attaques de mêlée Slaanesh contre elle et retire 1 aux siennes. Empilés sur les relances de la règle Séductive Gambit, ces bonus multiplient les 6 pour blesser, dont la capacité blessure dévastatrice est dispersée au travers des différentes attaques sur les profils de mêlée de vos démons de Slaanesh. Le scoring revient enfin à 3 unités utilitaires. La bête de Nurgle s'avance avec son mouvement Scout 6 pouces, sur votre objectif d'expansion par exemple, et régénère tous ses points de vie à la fin de chaque phase, ce qui oblige l'adversaire à effacer ses 7 points de vie d'endurance 9 en une seule phase. Les Seekers avec Scout 9 pouces et la relance d'avance et de charge de leur capacité Unholy Speed servent d'écran et de validation d'action. Les Fleshhound, s'ils ne sont pas engagés, repartent en réserve stratégique à la fin du tour adverse, via leur capacité Hunters from the Warp, puis reviennent en frappe en profondeur à plus de 8 pouces de toute figurine ennemie, de quoi valider plus confortablement Plunder ou Behind Enemy Line. Chaque objectif, pris hors de votre zone, rapporte donc 2 fois, en point de mission et en extension de l'ombre du chaos, qui ramènera des figurines dans les unités que l'adversaire vient d'entamer. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses. Passons à la liste suivante.
Nous aurons de nouveau une liste démons du chaos dans les mêmes détachements, Légion de l'Excès et Warp Tide, mais cette fois-ci pour une disposition en Priority Asset, arrivant à la 3e place. La liste d'avant était dirigée par Liam, capitaine de l'équipe belge, du WTC, alors que celle-ci est dirigée par notre français LBS, lui aussi représentant de l'équipe française. Dans les personnages, on commence avec 2 Contorted Epitome, à chaque fois rejoints par une unité de 10 démonettes. On rajoute un seul gardien des secrets en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Soul Glutton. On rajoute le masque de Slaanesh, le Tormundbringer avec l'optimisation False Majesty. Côté unité de ligne, on va rajouter 4 unités de 10 démonettes, une unité de 3 Nurglings, et pour le reste, une bête de Nurgle, 3 gros blocs de Scythian et une petite unité de 5 Flesh Hound. Cette liste reprend le squelette de la précédente avec les mêmes détachements Légion de l'Excès et Warp Tide, mais elle le fait jouer sur la disposition Priority Asset. Les différences de construction tiennent en 5 points. Un second Contorted Epitome, un unique gardien des secrets porteur de l'optimisation Soul Glutton, une unité de 3 Nurglings, 3 blocs de Scythian au lieu d'un bloc de 6 et 2 de 3, et les Seekers qui disparaissent. Ces choix suivent la disposition. Reconnaissance demandait de se projeter partout, ce qui payait les petites unités de 3 Fiennes, plus faciles à cacher derrière les ruines. Priorité Asset score autrement, puisque le primaire se joue autour de l'objectif central et de votre objectif d'expansion, sans obligation de forcément aller plus loin. Les blocs de Scythian s'assument donc au contact pour occuper l'adversaire, pendant que la bête de Nurgle, les Flesh Hound ou le masque de Slaanesh valident les actions. 3 missions illustrent ce scoring économe. La première est la mission Sabotage. Jouée en miroir, l'action se lance dès le premier tour à votre phase de tir, avec un nombre illimité d'unités, chacune à portée d'un objectif différent hors de votre home objective, et se valide en fin de tour si l'unité contrôle cet objectif. Chaque sabotage rapporte 3 points, plus 2 quand l'unité opère à portée d'un objectif du territoire adverse, et le contrôle d'un objectif hors home, donc hors zone de déploiement, ajoute 4 points dès le 2e round. Une action au territoire adverse plus ce contrôle donne donc 9 points. Une double action monte à 12. Face à Take and Hold, la mission Secure Asset reprend la même fenêtre, mais limite l'action à 1 par tour. Toujours hors zone de déploiement, votre objectif d'expansion suffit sans traverser la table. Elle rapporte 4 points, complétés de 2 points quand vous détruisez une unité ennemie, et a commencé le tour à portée d'un objectif central, et de 4 points supplémentaires si vous contrôlez 3 objectifs ou plus, cette fois-ci votre zone de déploiement comprise. Contre reconnaissance, la mission Vanguard Opération demande à une de vos unités dans un élément de terrain situé dans le territoire adverse, l'action réussissant en fin de tour si aucune unité ennemie ne s'y trouve, pour 4 points. Sur les 3 layouts officiels, la ruine de l'objectif central chevauche la ligne médiane et qualifie donc. L'action se joue au centre, sans plonger dans la zone adverse. Côté unité, le Keeper of Secret unique dans cette version cherche la durée. Son optimisation Soul Glutton lui rend jusqu'à D3 points de vie à la fin de la phase de combat, quand ses attaques ont détruit au moins une figurine ennemie, en plus de la régénération des tests de Battle Shock réussis par exemple sous Sensory Excruciation. Les Nurglings servent partout ailleurs. Leur capacité infiltrator les pose avant la bataille pour gêner les mouvements scouts adverses. Elles peuvent faire écran dans votre zone de déploiement ou alors partir en réserve stratégique puis revenir en frappe en profondeur valider un Engage on all front ou Behind Enemy Line. Leur contrôle d'objectif de 0 leur interdit en revanche les actions, sabotage et Secure Asset qui exigent le contrôle de l'objectif. Pour la règle d'armée, les stratagèmes et le moteur Sieve of Pain. Tout fonctionne comme dans la liste belge et l'analyse précédente les détails. Le même squelette sert ainsi 2 plans. La version belge se disperse pour reconnaissance, la française reste groupée autour du centre, là où Priority Asset paye à chaque tour. Je vous laisse avec les forces et faiblesses. Passons à la prochaine liste. Nous aurons de nouveau une liste démons du chaos, mais cette fois-ci dans les détachements Blood Legion et Cavalcade of Chaos, pour une disposition Purge the Foe, arrivant à la 2e place. Dans les personnages, on aura un Skullmaster avec l'optimisation Brazen Maw. Il sera accompagné d'une unité de Sea Blood Crusher. Ensuite, en seigneur de guerre, nous aurons Be'lakor, on rajoute un Raidmaster sur son trône de sang, et Skarbrand. Pour le reste, on aura 2 autres unités de Sea Blood Crusher dont l'une aura l'amélioration Soul Shattering Charge. On rajoute un Burning Chariot, 2 unités de 5 Flesh Hound et 2 Skull Cannon. Les 5 missions de Purge the Foe convertissent vos destructions en points, chacune payant entre 3 et 5 points de victoire pour un tour où vous détruisez une unité ennemie.
en plus du contrôle d'un objectif hors de votre zone de déploiement. Cette liste ne fait rien d'autre que tuer, et ces 2 détachements servent à amener ces masses au contact. Cavalcade of Chaos s'adresse aux unités montées, ce que sont vos 3 blocs de Blood Crusher, vos Skull Cannon et votre Rainmaster. Sa règle Unholy Avalanche laisse une unité montée qui a désengagé rester éligible pour charger, de quoi quitter une cible épuisée et repartir sur une autre dans le même tour. Le stratagème From Beyond the Veil donne un mouvement d'arrivée à une unité montée en réserve stratégique, à la fin de n'importe quelle phase de mouvement dès le début de la bataille. Warp Rider lui donne mobile pour traverser les décors, et Inescapable Manifestation force les unités ennemies qui désengagent à utiliser le mode Desperate Escape avec -1 au jet si elles sont déjà Battle Shock. Le détachement Blood Legion prolonge cette track. Pendant la phase de mouvement adverse, sa règle Murder Call donne un mouvement de surge jusqu'à D6 pouces à une de vos unités cornes chaque fois qu'une unité ennemie termine son mouvement à 8 pouces d'aile. La portée d'engagement étant de 2 pouces en V11, un adversaire qui s'arrête à 8 pouces pile vous oblige à sortir un 6 pour l'engager, alors qu'à moindre distance, l'engagement devient plus accessible. La seconde règle, Blood Tainted, verrouille le scoring. Quand une de vos unités cornes détruit une unité ennemie qui se trouvait à portée d'un objectif au début de la phase, cet objectif reste sous votre contrôle tant que l'adversaire n'y reprend pas l'avantage. Le premier marteau de la liste associe le Skullmaster à 6 Blood Crusher. Leur capacité Brass Stampede lance un dé par figurine de l'unité sans exiger qu'elle soit toute au contact, soit 7 dés ici, chaque 4 ou plus infligeant D3 blessures mortelles avant même vos attaques. Le Skullmaster ajoute la blessure dévastatrice aux attaques de Juggernaut le tour où l'unité charge. Sa capacité Devastating Charge force un test de Battle Shock aux unités engagées, et son optimisation Brazen Maw ajoute 2 au jet de charge de l'unité. Le deuxième bloc de 6 porte l'amélioration Soul Shattering Charge qui autorise après une charge vos figurines situées à 3 pouces d'une unité ennemie engagée à la prendre pour cible, ce qui règle le problème des grands socles ovales qui peinent à venir à 2 pouces. Scarbrand ouvre les brèches. Sa capacité Murderlust le rend éligible à la charge le tour où il a avancé, et son aura Rage Embodied ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des unités cornes à 6 pouces de lui, la V11 permettant aux extra attaques de recevoir ce bonus. Les Juggernauts en profitent comme le reste, et Scarbrand lui-même passe à 9 attaques de dégâts 6 ou 17 attaques de dégâts 2 selon le profil choisi. Pour ce qui est du Runmaster, il concentre cette puissance sur une cible. Au début de la phase de combat, sa capacité Blood Throne désigne une unité ennemie à 18 pouces et visible, contre laquelle toutes vos attaques cornes gagnent 1 en force, 1 en pénétration d'armure et surtout 1 en dégâts. Scarbrand y frappe à dégâts 7, les Juggernauts passent à dégâts 2, tout en gardant leur capacité lance qui ajoute 1 pour blesser après une charge. Sa capacité Champion Slayer lui fait relancer les jets pour blesser contre les unités personnages ou monstres, et lui rend jusqu'à D6 points de vie chaque fois, il en détruit 1. Pour ce qui est de Be'lakor, il choisit une Shadow Form au début de chaque round de bataille. Wraith in Shadows sert le premier tour puisque vos unités à 6 pouces de lui ne peuvent être ciblées que par un attaquant situé à moins de 18 pouces. Shadowlord prend le relais ensuite en donnant la relance des 1 pour toucher à tout démon dans ce même rayon. Puis Pole of Despair ferme la partie en forçant les unités ennemies sous leur effectif de départ à 9 pouces à faire un test de Battle Shock, et chaque échec lui rendant des 3 points de vie. Puis nous avons 3 stratagèmes qui protègent cette avancée. Wrath Undeniable, jouez quand une unité ennemie vous cible en phase de combat. Maintien sur un 4 ou plus chaque figurine détruite en mêlée qui n'a pas encore frappé. En gros, c'est un Fight on Death 4+, qui permet de bloquer les mouvements de débordement adverse. Cheated in Brass donne une sauvegarde d'armure de 3+, à une unité ciblée au tir, ce qui laisse encore une sauvegarde à 4+, contre la PA-1, protégeant vos démons là où la saturation à faible pénétration fait le plus mal. Enfin, Fool's Flight, pour 2 points de commandement, permet de déclarer une charge sur l'unité ennemie qui vient de désengager à 6 pouces de vous, en vous permettant de profiter du combat en premier contre elle, puisque c'est un mouvement de charge. L'adversaire se retrouve ainsi sans issue. Rester au contact lui coûte des figurines. S'en extraire déclenche les tests et les charges de représailles. Et chaque unité qu'il perd, près d'un objectif, vous le laisse. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses. Regardons la prochaine liste. Ce sera une liste Adeptus Custodes dans les détachements Lion de l'Empereur et Might of the Moritoy pour une disposition en Take and Hold, arrivant à la première place et jouée par Folger Pyle. Dans les personnages, ce sera très simple. Nous avons uniquement en seigneur de guerre Valérian. Il sera accompagné d'une unité de 5 Custodian Warden. Pour le reste de la liste, on ajoute
3 gros blocs de 6 Alarus custodiens, 2 unités de 4 prosecutors, 2 vénérables Contemptors Dreadnought dont l'un aura l'optimisation intérêt d'expertise, une unité de 2 Vertus Praetor et enfin une unité de 4 Witchseeker. Chacune de vos unités devra se battre seule. La règle du détachement Lion de l'Empereur, Against All Odds, n'accorde son bonus qu'à une unité Adeptus Custodes dont aucune autre unité amie ne se trouve à 6 pouces. Chaque fois qu'une de ces figurines attaquera, vous ajouterez alors un OG pour toucher et un OG pour blesser. Vos véhicules en sont exclus, donc vos 2 vénérables Contemptors Dreadnought n'y auront jamais droit. Cette condition d'isolement gouverne tous vos déplacements. Puisqu'une unité qui vient épauler sa voisine leur retire le bonus à toutes les deux, le stratagème Unleash the Lion pousse cette dispersion beaucoup plus loin. À votre phase de commandement, pour 1 point de commandement, une unité d'Alarus custodien est scindée en autant d'unités distinctes qu'elle compte de figurines, chacune avec un effectif de départ de 1. Vous alignez 18 Alarus en 3 unités de 6, ce qui vous laisse transformer un bloc en 6 unités séparées, capables de prendre des objectifs différents, de faire écran sur plusieurs axes ou de bloquer les mouvements adverses. Mais multiplier les unités paye précisément sur votre disposition. Les 5 missions de Take and Hold récompensent le contrôle des objectifs, et aucune d'entre elles ne demande la moindre action à réaliser. Chacune de vos unités peut donc consacrer son tour à tenir le terrain et à tuer, sans jamais immobiliser une escouade sur un marqueur d'opération. Les Alarus sont taillés pour ce rôle. Chacun encaisse avec 4 points de vie, endurance 7, sauvegarde d'armure 2+, invulnérable 4+, et pèsent 2 en contrôle d'objectif. Leur capacité Slayer of Tyrants leur fait relancer les jets pour blesser contre les unités personnages, monstres et véhicules, ce qui se cumule au +1 pour blesser du détachement. Leur seconde capacité, From Golden Light, leur permet une fois par bataille à la fin du tour adverse, et si elles ne sont pas engagées, de repartir en réserve stratégique pour ressortir ailleurs. Le second pilier de la liste est le bloc de Valérian et de ses 5 Custodian Warden. Valérian leur apporte sa capacité Golden Laurels, qui dégrade de 1 la pénétration d'armure de chaque attaque de mêlée visant l'unité. À cela s'ajoute la capacité Resolute Will des Warden. Tant qu'un personnage mène l'unité, toute attaque dont la force dépasse leur endurance de 6 subit un malus de 1 pour blesser. Enfin, leur capacité Living Fortress leur donne une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, l'insensibilité à 4+, jusqu'à la fin de cette phase. Donc une unité qui réduit la pénétration adverse, qui impose ce malus pour blesser et qui ajoute l'insensibilité au moment choisi, devient extrêmement difficile à faire tomber en une seule activation. Valérian dispose par ailleurs de Hero of Lionsgate, qui transforme une fois par bataille un de ses jets pour toucher, pour blesser ou de sauvegarde en un 6 non modifié. Et le stratagème Gilded Champion lui permet de s'en servir une seconde fois dans la partie. Ensuite, le détachement Might of the Moritoi sert enfin les 2 vénérables Contemptors Dreadnought. Sa règle March of the Honored Dead leur ajoute 2 pouces de mouvement, ce qui les porte à 8 et à +1 sur leur jet d'avance comme à leur jet de charge. Leur capacité Unyielding Ancient explique leur surnom de Dreadnought Zombie. La première fois que la figurine est détruite, elle est retirée sans déclencher son Deadly Demise. Puis vous lancez un D6 à la fin de la phase et sur un 2 ou plus, elle revient au plus près de sa dernière position avec des 6 points de vie restants. Le stratagème Flawless Construction leur donne un malus de 1 pour être blessé contre toute attaque dont la force dépasse leur endurance de 9. Et Unstoppable Advance leur donne mobile pour traverser les décors. L'un des deux porte enfin l'amélioration Intérêt d'expertise, qui lui fait relancer ses 1 pour toucher et blesser, une compensation bienvenue puisque les véhicules restent privés du bonus du détachement Lion de l'Empereur. Tout se joue donc sur l'espacement. Chaque unité qui s'isole frappe mieux. Chaque unité scindée occupe plus de terrain. Et c'est en pesant l'un contre l'autre à chaque phase de commandement que cette liste marque ses objectifs. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses. Regardons la liste suivante. Nous restons toujours dans le classement du War Master pour les 3 dernières listes. Cette fois-ci, nous aurons de nouveau une liste Adeptus Custodes dans les détachements Lion de l'Empereur et Silent Hunters pour la disposition Disruption. C'est le meilleur classement pour cette disposition dans le tournoi. Et il arrive à la 44e place. Dans les personnages, on commence avec Trajan Valoris en tant que seigneur de guerre. Il sera accompagné d'une unité de 4 gardes custodiens. On rajoute un Shield Captain en armure Terminator Alarus avec l'optimisation Admoni Mortis, que j'appelle souvent Monsieur Grosse Hache. Il sera accompagné d'une unité de 5 Alarus custodiens. Ensuite, nous aurons l'Inquisitrice Draxus qui sera accompagnée d'une unité de 4 gardes custodiens. Un Blade Champion et l'optimisation supérieure création, lui aussi accompagné d'une unité de 4 gardes
custodien. Et enfin, pour finir dans les personnages, nous aurons un shield capitaine sur sa Donegal avec l'optimisation Fierce Conqueror. Il sera évidemment accompagné d'une unité de 2 Vertus Praetor. Pour le reste de la liste, il nous reste pas grand chose. Une unité de 5 Alarus custodiens et 2 unités de 4 Witchseekers. Choisir Disruption est ici une décision de tournoi avant d'être une décision de liste. C'est la disposition la moins appréciée des 5, donc la moins travaillée par les joueurs compétitifs qui ne s'attendent pas toujours à l'affronter en solo. En face d'adversaires qui la maîtrisent mal, une armée aussi solide que les Custodes peut prendre l'avantage. Et le résultat le confirme. 44e sur plus de 600 joueurs, avec des scores pleins partout, sauf contre le vainqueur du tournoi et son propre Adeptus Custodes. Encore faut-il pouvoir scorer, car certaines missions de disruption reposent sur une action à réaliser en phase de tir. C'est exactement ce que le détachement Silent Hunter vient résoudre. Sa règle Skin Crawling Disorientation permet à vos unités Anathema Psychana de commencer une action le tour où elles ont avancé, ce qui lève la contrainte habituelle qui immobilise une unité d'action. Vos 2 escouades de 4 Witchseekers disposent par ailleurs de la capacité Scout 6 pouces, donc elles progressent avant le premier tour, avancent ensuite librement et lancent malgré tout leur action. Vos marqueurs d'opération se posent ainsi dans le No Man's Land dès le premier tour, pendant que le reste de l'armée se consacre au combat. La véritable mécanique de cette liste reste sa fiabilité au jet de dés, et elle s'empile en 4 couches sur chacune de vos 3 escouades de gardes custodiens. Tout d'abord, Trajan Valoris ouvre la chaîne avec sa capacité Captain Generals, qui laisse ignorer tous les modificateurs à la capacité de tir, à la capacité de combat et au jet pour toucher de son unité. Donc le couvert et les malus adverses cessent de compter. La capacité Stand Vigil des Custodian Guard fait ensuite relancer les jets pour blesser de 1, et cette relance devient complète dès que l'unité se trouve à portée d'un objectif qu'elle contrôle. La règle du détachement Lion de l'Empereur Against All Odds ajoute +1 pour toucher et +1 pour blesser à toute unité qu'aucune autre unité amie n'accompagne à 6 pouces. Enfin, leur capacité Sentinel Storm leur permet une fois par bataille de tirer une seconde fois dans la même phase. Une Guardian Spear de force 4 et dégâts 2 devient alors une arme qui touche sur 2+, sans modificateur possible, blesse à 4+, ou 5+, selon l'endurance en face, et relance ce jet en entier. Cette liste aligne 5 personnages, ce qui donne au stratagème Gilded Champion une valeur qui n'a jamais dans une liste ordinaire. Pour 1 point de commandement, il rend à un personnage l'usage d'une capacité limitée à 1 fois par bataille. Agent en profite avec sa capacité Moment Shackle, jouée au début de la phase de combat qui porte au choix sa Watcher Axe à 12 attaques au lieu de 6, ou lui donne une invulnérable à 2+, jusqu'à la fin de la phase, un choix offensif ou défensif selon la situation. Et vous pourrez le refaire une seconde fois. Le Blade Champion offre la même souplesse avec sa capacité Martial Inspiration, qui rend son unité éligible à la charge le tour où elle a avancé, en plus de la relance des jets de charge que lui donne en permanence sa capacité Swift Onslaught. L'Inquisitrice Draxus rejoint la 2e escouade de gardes custodiens, pour y greffer un profil de tir que les Custodes n'ont pas. Son Dirge Singer tire 4 fois à 18 pouces avec anti-infanterie 4+, et blessure dévastatrice. Sa capacité Xenos Hunter ajoute +1 pour toucher à toute l'unité, contre une cible qui ne porte ni le mot-clé Imperium ni le mot-clé Chaos. Chaque jet pour blesser de 4 ou plus contre de l'infanterie devient une blessure dévastatrice. La relance de Stand Vigil augmente encore ce nombre, et le doublement de Sentinel Storm porte la salve à 8 tirs sur un seul tour. Sa capacité Psychic Veil offre en prime une protection à votre phase de commandement. Sur un jet de 1, son unité subit D3 blessures mortelles, mais sur 2 ou plus, son unité ne peut plus être ciblée au tir que par des figurines situées à 18 pouces ou moins. Les 2 Shield Captain répondent enfin aux problèmes chroniques des listes Custodes et ne génèrent aucun point de commandement. Leur capacité stratégique Mastery réduit de 1 point de commandement le coût d'un stratagème visant leur unité une fois par round de bataille. Attention toutefois, cette limite vaut pour l'armée entière et non par figurine. Dès que l'un des deux l'utilise, l'autre en est privé jusqu'au tour suivant, et l'économie plafonne donc à 1 point de commandement par tour. Le Shield Captain en armure Terminator à la russe apporte par ailleurs sa capacité Oramite and Adamantine, qui ramène à 1 la caractéristique de dégâts de toute attaque qui lui est allouée pendant une phase, ce qui transforme ses 7 points de vie d'endurance 7 en un mur que même une arme à dégâts 6 met 7 tirs à franchir. Cette liste illustre donc un choix de méta autant qu'un choix de règles. La faction reste très forte dans l'écosystème compétitif de la V11, avec des figurines endurantes, d'excellentes sauvegardes et de nombreux fiabilisateurs. Et c'est cette solidité brute qui compense ce que la disposition la moins optimisée lui coûte ailleurs. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses. Regardons la prochaine liste.
Nous aurons une liste Raven Guard dans les détachements Shadowmark Talon et Librarius Conclave, pour une disposition en reconnaissance arrivant à la 6ème place, et jouée par Nassim Fouchan, capitaine de l'équipe d'Angleterre, au WTC. Dans les personnages, on commence avec un lieutenant en armure Phobos qui rejoindra une unité de 5 incursors. On rajoute ensuite un premier Librarian en armure Terminator avec l'optimisation Celerity, qui lui accompagnera une unité de 10 Terminators d'assaut, 6 sont équipés de boucliers de marteau et 4 en griffe éclair. On aura un second Librarian, cette fois-ci avec l'optimisation temporale Corridor, qui accompagnera une unité de 10 Terminators classiques, équipés de 2 missiles Cyclone. Pour finir dans les personnages, on aura en tant que seigneur de guerre Aeson Chan, en unité de ligne 2 unités de 5 intercessors, et pour le reste, une unité de 6 Centurions Dévastateurs équipés des missiles Téton et de canons Graviton, 2 petites escouades de 3 Inceptors à chaque fois équipés du Bolter, une unité de 5 Reavers et une unité de 5 Scouts. L'ordre dans lequel vous tirez décide de vos tours. Votre escouade d'incurseurs ouvre systématiquement la phase de tir, parce que sa capacité Multispectrum Array désigne, après ses attaques, une unité ennemie touchée par celle-ci. Jusqu'à la fin de la phase, toutes vos unités Adeptus Astartes gagnent +1 pour toucher contre cette unité. Le lieutenant Phobos, qui les accompagne, ajoute sa capacité stratégique Dispersal, un mouvement normal de 6 pouces une fois que l'unité a tiré, à condition de ne pas être engagée. Vous marquez donc votre cible, puis vous replacez l'escouade derrière une ruine, en écran contre une frappe en profondeur ou vers un objectif à valider. Ce bonus profite d'abord à vos 6 Centurions Dévastators. Leur capacité Decimator Protocol leur fait relancer léger pour toucher de 1, et cette relance devient complète dès que leur cible se trouve à portée d'un objectif. Contre une cible qui n'en tient aucun, le +1 des incurseurs prend le relais et les fait toucher sur 2+, avec la relance D1. Chaque Centurion tire alors au Graph Cannon, à force 6, PA-1 et dégâts 3, avec anti-véhicule de plus. Et vous ajoutez D3 tirs de missiles à force 9, PA-2 et dégâts D3, avec Blast, soit 6 D3 tirs pour l'escouade, aussi efficace contre les véhicules que contre les unités d'élite. Pendant ce temps, la règle du détachement Shadowmark Talon, Master of Shadow, donne le bénéfice du couvert à toutes vos unités Adeptus Astartes contre chaque attaque à distance dont le tireur ne se trouve pas à 12 pouces ou moins. Le couvert en V11 retirant 1 à la capacité de tir de l'attaquant, votre armée entière impose ce malus permanent à toute arme qui ne vient pas vous chercher de près, sans dépenser le moindre point de commandement. Le second détachement, Librarius Conclave, apporte la souplesse. Au début de chaque round de bataille, vous choisissez une discipline parmi 5. Biomancie donne +2 pouces de mouvement, Divination la relance des 1 pour toucher et blesser, Pyromancie +1 en pénétration d'armure contre une cible à 12 pouces ou moins, Télékinésie retire 1 à la force des attaques à distance visant vos unités, et Télépathie ignore les modificateurs à la capacité de tir, capacité de combat et au jet pour toucher. Attention à son périmètre réel, car la règle ne s'applique qu'aux unités Psycheurs, donc uniquement à vos 2 escouades de Terminator, chacune menée par un Librarian. Le premier Librarian porte l'optimisation Celerity, et rend son unité éligible à la charge le tour où elle a avancé. Pour 10 Terminators d'assaut limités à 5 pouces de mouvement, cette avance-charge change complètement leur portée de menace, et vous montez à 7 pouces de mouvement de base si vous avez choisi Biomancie Surround. La même optimisation ajoute alors le désengagement charge, réservé à cette discipline. Le second Librarian porte Temporal Corridor, qui joue sur un autre registre. À la fin de la phase de combat adverse, si son unité n'est pas engagée, elle repart en réserve stratégique, et effectue un mouvement d'arrivée à votre phase de mouvement suivante, votre premier tour compris. Vous pouvez donc déployer normalement vos 10 Terminators, les faire disparaître à la fin du premier tour adverse, puis les faire ressortir où vous le souhaitez dès votre premier tour. Ces allers-retours sont la signature de la liste, et le stratagème Into Darkness les généralise. À la fin de la phase de combat adverse, il replace en réserve stratégique jusqu'à 2 unités Phobos ou Scouts non engagées, ou bien une autre unité d'infanterie Adeptus Astartes, ce qui inclut vos Terminators et vos Centurions. La règle Unparalleled Tacticien du détachement vous l'offre à 0 point de commandement une fois par round de bataille, tant qu'Aeson Chan reste sur la table, alors qu'il coûte normalement un point de commandement. Ce va-et-vient sert directement à votre disposition, puisque les 5 missions de reconnaissance scorent pour le contrôle d'objectifs situés hors de votre zone de déploiement et que plusieurs demandent en plus des actions ou une présence dans des quarts de table distincts. Vos scouts disposent d'infiltrateurs pour prendre position avant le premier tour, puis de leur capacité Guerilla Tactics pour repartir en réserve à la fin du tour adverse, si aucune unité ennemie ne se trouve à 6 pouces. Vos Reavers ajoutent leur capacité Terror Troop, qui retire 1 au contrôle d'objectif des unités ennemies
situé à 3 pouces. Une seule figurine suffisant à déclencher l'effet. Vos 2 escouades d'intercesseurs, à contrôle d'objectif 2 par figurine, tiennent le terrain gagné pendant que le reste de l'armée se redéploie. Tout se joue donc sur la séquence. Vous marquez une cible avec les incursors, vous concentrez le tir des centurions dessus, vous repliez ce qui a fini son travail et vous ressortez ailleurs au tour suivant pour recommencer sur un autre objectif. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses. Passons à la dernière liste. Et ce sera une liste Thousand Suns dans le détachement Grand Coven en disposition Priority à 7, classée à la 7ème place par un joueur de l'équipe d'Espagne. D'ailleurs, Adeptus Custodes en disruption est aussi une liste espagnole. Allez, dans les personnages, on commence avec un premier sorcier exalté qui aura l'optimisation Ankadaeum. Il sera accompagné d'une unité de 5 rubriques marines équipée de Warp Flamer. Ensuite, on aura un deuxième sorcier exalté avec l'optimisation Umbralific Crystal, lui aussi accompagné de la même unité de 5 rubriques marines. Ensuite, on aura un maître infernal avec l'optimisation Eldritch Vortex of Etaph, qui sera accompagné d'une unité de 5 rubriques marines, mais attention, celle-ci est équipée de Bolt Gun. On rajoute un sorcier, lui aussi accompagné de la même unité de 5 rubriques Marines. En tant que seigneur de guerre, Magnus le Rouge. En transport dédié, un Rhino, et pour le reste, 2 unités de 2 rejetons du chaos, un Forge-Fiend équipé d'un seul canon ectoplasma et de 2 autocanons Hades, une Mutalis, une unité de 2 Seketa robots, et enfin 2 unités de 3 Tsangor éclairés. La règle d'armée Cabal of Sorcerer commence par vous limiter. Au début de votre phase de tir, une figurine qui la porte ne tente qu'un seul rituel. Et un rituel que votre armée a déjà tenté ce tour est fermé à toutes les autres. Vous manifestez avec un test psychique de 2d6 comparé au seuil du rituel. Et vous pouvez ajouter un 3ème dé avec Channel the Warp, sachant qu'un double ou un triple fait alors subir des 3 blessures mortelles à l'unité de la figurine. Les 4 rituels ont chacun 2 paliers, et 2 d'entre eux portent la partie. Destiny's Ruin fait relancer les 1 pour toucher contre une unité ennemie à 24 pouces sur un résultat de 5, et relancer tous les jets pour toucher sur un 10. Doombolt inflige des 3 blessures mortelles sur un 7, et des 3 plus 3 sur un 11. Ces paliers hauts sont ceux que Magnus le Rouge va chercher. Sa capacité Lord of the Planet of the Sorcerers lui fait tenter jusqu'à 2 rituels par tour au lieu d'un, et ajoute plus 2 à chacun de ses tests psychiques. Ce plus 2 amène les paliers hauts dans une zone atteignable, puisque le 10 de Destiny's Ruin devient un 8, et le 11 de Doombolt devient un 9, quand 3D tourne autour de 10 en moyenne. Votre Mutalis ajoute plus 1 au test de toute figurine Thousand Suns à 6 pouces d'aile avec sa capacité Immaterial Flare, à condition que cette figurine ait fait Channel the Warp, et qu'elle ne bénéficie pas déjà d'un bonus comme Magnus pour lui-même. Le stratagème Devastating Sorceries à 2 points de commandement à votre phase de tir est écrit pour lui. Il ajoute 9 pouces de portée aux armes psychiques de l'unité désignée, et lui fait relancer ses jets pour toucher et pour blesser. Magnus ne portant que des armes psychiques, la Gaze of Magnus passe de 24 à 33 pouces avec 3d3 tirs de force 11 PA-2 dégâts 3, avec un mouvement de 14 pouces et de mot-clé vol. Ces 33 pouces vous laissent atteindre n'importe quel objectif de la table depuis votre propre moitié. La règle du détachement Kindred Sorcery vous laisse par ailleurs choisir Psychic Maelstrom à votre phase de commandement, pour plus 1 pour blesser sur toutes vos armes psychiques jusqu'à la phase de commandement suivante, une seule fois par bataille. La capacité Unearthly Power de Magnus se joue au début du round de bataille et vous fait choisir une option parmi 3. Impossible Form retire 1 à la caractéristique de dégâts de chaque attaque faite contre lui, hors attaque psychique, ce qui prolonge très nettement sa durabilité pour une figurine déjà en sauvegarde à 2+, invulnérable 4+. Time Flux ajoute plus de pouces de mouvement à vos unités Thousand Suns situées à 6 pouces de lui, et Magnus se trouvant à 6 pouces de lui-même, il monte à 16 pouces. C'est l'option du premier round, celle qui projette vos unités lentes dans le No Man's Land, avant de basculer sur Impossible Form au round suivant. Vos 4 unités de 5 rubriques Marines forment le corps de la liste, et leur capacité Bringer of Change leur fait relancer les 1 pour blesser au tir, personnage mené compris. Cette relance devient complète dès que la cible se trouve à portée d'un objectif que vous ne contrôlez pas. Nous avons donc 2 escouades jouant 3 Warp Flammer, les 2 autres des Inferno Bolt Gun, et chacune aligne un Soul Reaper Cannon de 6 tirs à force 6 et blessures dévastatrices, ainsi qu'une icône of Flame qui donne Inner Couvert à toutes leurs armes à distance. Le sorcier aspirant, dont la Malefic Curse, tire 3 fois à 24 pouces en PA-3 avec anti-infanterie 4+, et blessures dévastatrices. Bref, vous avez une certaine saturation. Ah oui, vous avez aussi un contrôle d'objectif 2 par figurine. Chaque escouade pèse donc 10 sur un objectif, et le Rhino en projette 2 à la fois dans le No Man's Land.
Battleground. Enfin, chacune de ces escouades est menée par un sorcier différent. Les 2 sorciers exaltés apportent Arcane Shield qui fait passer toute l'escouade d'une invulnérable 5+ native à une invulnérable à 4+. Le premier porte l'optimisation Incandium, qui une fois par bataille vous laisse sélectionner Doombolt alors qu'il a déjà été manifesté cette phase, de quoi empiler au maximum 2 fois des 3+3 blessures mortelles. Le second porte Umbralific Crystal, qui une fois par bataille place son unité en réserve stratégique avec Deep Strike, avec un mouvement d'arrivée obligatoire dès votre phase de mouvement suivante, premier tour compris. L'Infernal Master mène l'une de ses 2 escouades à Inferno Boltgun, et sa capacité Maléfique Maelstrom donne touche soutenue à toutes les armes de l'unité, ce qui concerne 15 tirs entre les Boltgun, le Soul Reaper Cannon et la Malefic Curse. Son arme Fire of the Abyss touche automatiquement à 18 push, en D6 touches ou 2D6 en tir focalisé, au prix du hasard 2, porté à force 7 et dégâts 2 par son optimisation Eldritch Vortex of Etaph. C'est un véritable cauchemar pour ce qui est du stratagème Overwatch. Sa capacité Glimpse of Eternity change enfin un de ses propres jets sur un résultat de 6 une fois par tour. Le sorcier tire 6 coups de pandémonique d'illusion de force 5 avec touche soutenue 3, porté une fois par bataille à 9 tirs de force 8 par sa capacité Twisted Sorceries, qui combiné aux rituels Destiny's Ruin et Twist of Fate peut devenir dévastateur contre l'adversaire, mais pouvant aussi être sublimé par vos capacités de détachement, particulièrement entre le +1 pour blesser ou la blessure dévastatrice. Pour ce qui est de votre socle utilitaire, il répond à la disposition Priority à 7, dont les 5 missions ont chacune une action d'objectif qui se lance à votre phase de tir. Vos 2 unités de 2 rejetons du chaos sont taillées pour ça, avec une invulnérable à 5+, doublée d'une insensibilité à 5+, et leur capacité Regenerating Monstruosity qui leur rend 3 points de vie sur les 4 qu'ils ont, à la fin de la phase de commandement de chaque joueur. Vos 2 unités de 3 de Sangor éclairés pèsent 6 de contrôle d'objectif et bougent de 10 pouces, 12 sous le Time Flux, de quoi tenir votre objectif d'expansion dès le premier tour. Au final, chaque tour se joue dans le même ordre. Vous choisissez votre capacité de Kindred Sorcery à la phase de commandement. Vous manifestez vos rituels au début de la phase de tir. Vous tirez avec les bonus qu'ils viennent de poser, puis vous lancez vos actions avec les unités qui n'ont pas eu à tirer. Allez, je vous laisse avec les forces et faiblesses.